Bonjour et bienvenue à la première leçon concernant le chapitre 3, les relations et les fonctions. Donc, vu que c'est la première leçon du chapitre, donc c'est beaucoup du vocabulaire et tu vas voir, c'est beaucoup des rappels de ce que tu as déjà vu en secondaire 2. Donc, justement, le titre du chapitre, les relations et les fonctions, tu dois connaître un peu c'est quoi une relation. Donc, dans la vie de tous les jours, exemple, une relation d'amitié ou une relation amoureuse. Donc, lorsqu'il y a une relation, c'est parce que justement, il y a plusieurs intervenants. Dans une relation amoureuse, habituellement, c'est deux. Une relation d'amitié peut en avoir plusieurs. Mais en mathématiques, les relations, c'est quelque chose qui va unir, donc, un lien entre deux éléments différents. Donc, très souvent, on va essayer de vérifier justement s'il y a une relation entre deux choses. On regarde un premier exemple. Ils me disent que les pointures de chaussures varient habituellement de pointures de 6 à 10 pour les femmes et de 7 à 12 pour les hommes. Crois-tu qu'il existe une relation entre la grandeur d'une personne et la pointure de ses chaussures? Donc, est-ce que tu penses que plus une personne est grande, par exemple, plus elle devrait avoir des grands pieds ou des grandes chaussures? Donc, je vais vous dire qu'il y a sûrement des exceptions, mais dans la majorité des cas, effectivement, plus qu'on est grand, plus on devrait avoir de grands pieds. Donc, ce que tu peux indiquer ici, tu pourrais marquer peut-être selon toi, ou marquer oui, mais habituellement, je pense qu'il y a une certaine relation entre la grandeur de la personne et la pointure de ses souliers. Donc, par exemple, ils me disent qu'un éboueur a laissé tomber une chaussure d'homme d'une poubelle qu'il a essayé de ramasser. La pointure, c'est de 10,5, 10,5. Donc, quelle est la taille? Est-ce que tu penses qu'elle est grande ou petite, la personne qui portait cette chaussure? Donc, encore une fois, il peut y avoir des exceptions. Je ne pense pas que la police puisse se baser sur la grandeur de tes souliers pour avoir vraiment ta grandeur, mais on peut sûrement suggérer que la personne, elle va être grande. Donc, c'est sûrement grand comme pointure de soulier, 11,5. On va sûrement supposer que la personne va être plutôt grande plutôt que petite. Donc, ce qui est vraiment important, par contre, c'est de savoir la définition d'une relation, ce qu'on a parlé tout à l'heure. En mathématiques, une relation, c'est quoi? C'est un lien qui va unir deux choses, deux éléments, et ces éléments-là, on va les appeler des variables. Donc, on va toujours avoir deux variables, et on va vérifier s'il y a un lien. Comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux souliers, plus la grandeur de la personne est élevée, est grande, plus le soulier devrait être grand. Donc ici, on va voir c'est un lien, puis ce lien-là, il est dans le même sens. Donc on grandit, on les croissant dans les deux sens. Mais il y a d'autres situations possibles. En voici d'autres. Donc ils me disent, non, nomme plutôt deux autres exemples de relations de la vie courante. Un des exemples qu'on te fournit, c'est le coût de ton forfait cellulaire. Donc, dans le fond, ce que tu payes pour ton téléphone, selon le nombre de minutes utilisées. Donc, plus tu utilises ton téléphone, plus ta facture cellulaire devrait te coûter cher. Bien entendu, il y a certains autres forfaits. Si quelqu'un me dit, ben moi j'ai un forfait fixe et je suis illimité, c'est sûr que ça peut peut-être varier, mais c'est sûr qu'il y a un lien quand même entre les deux. Il y a plusieurs autres exemples. Je vais prendre un exemple de hockey. Donc, plus souvent je lance au but, plus j'ai de chances de marquer. Donc, le lien entre le nombre de buts marqués et le nombre de lancers au filet, ça pourrait être justement un lien d'une relation possible entre deux choses. Le nombre d'heures d'études et le résultat que tu as obtenu à ton dernier examen de mathématiques. Donc, je pense que plus tu vas mettre d'heures d'études, plus tu devrais avoir de chances d'avoir un bon résultat. Mais tu vas voir qu'il y a des liens, des relations possibles dans la vie courante. Il y en a à la tonne. Je vais même te laisser marquer toi-même tes propres exemples. Je descends pour le premier concept très important concernant les relations, la différence entre les variables indépendantes et dépendantes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les variables, ça va être les éléments qu'on va comparer un avec l'autre. Donc, il va toujours avoir une variable qu'on va considérer indépendante. Donc, c'est un petit peu ce que veut dire le mot indépendante. Quand une personne est indépendante, c'est qu'elle est capable de se débrouiller seule. Donc, elle n'a pas besoin des autres. Donc, il n'y a pas un grand lien pour la variable indépendante. Et la variable dépendante, donc c'est elle va vraiment avoir besoin de la première, de la variable indépendante, pour justement réussir à se trouver ou réussir à avoir vraiment la valeur. Donc, ce qui est important, ils me disent que dans une relation entre deux variables, c'est toujours le cas qu'on va avoir, il n'y aura jamais plus que deux variables. Donc, la variable qui va être considérée comme dépendante, donc, est celle qui est déterminée ou influencée par la variable qui, elle, au contraire, va être la variable indépendante.
Donc, des fois, dans des situations, c'est difficile de savoir laquelle est la dépendante ou l'indépendante. Donc, on te donne un petit truc. Donc, la question « qu'est-ce qui dépend de quoi ?» peut vraiment t'aider à déterminer laquelle des variables est la dépendante et l'indépendante. Donc, quand on me dit « qu'est-ce qui dépend de quoi ?» Donc, je reviens, exemple, au nombre de buts marqués. Donc, moi, je regarde le nombre de lancers au but versus le nombre de buts que tu vas marquer. Donc, qu'est-ce qui dépend de quoi? Ben, je pense que ton nombre de buts va dépendre du nombre de lancers que tu vas effectuer. Donc, la variable dépendante, ça va être le nombre de buts. Et la variable indépendante, donc dans le fond, celle que toi, tu décides, c'est le nombre de lancers que tu vas effectuer. Donc, plus que tu vas faire de lancers, plus tu as de chances de marquer. Donc, toujours déterminer laquelle des variables est dépendante ou indépendante. Ici, moi, je vais souligner un élément qu'on considère important. Donc, ici, je prends mon marqueur, ça va pas très long. On utilise très souvent pour la variable indépendante, donc on va utiliser la lettre X. Donc, tu as déjà vu que des plans cartésiens, on a souvent des X et des Y. Donc, la variable indépendante, ça va être représenté par la variable X. Et la variable dépendante, celle qui va varier en fonction de l'autre, ça va être la variable Y. Donc, je te rappelle que quand on a des courbes de points, donc tu avais déjà vu, je vais prendre un autre crayon, mais quand tu avais déjà vu, c'est toujours des courbes X, Y. Pourquoi qu'on a des courbes X, Y? Puisque la variable indépendante, le X qu'il faut que tu détermines en premier, c'est vraiment la variable indépendante et le Y va être en conséquence de ton X trouvé. Donc, elle, ça va être la variable dépendante. Donc, on regarde des petits exemples. Il n'y a rien de mieux des exemples pour mieux comprendre. Donc, il me dit l'exemple 1, René enseigne le ski. Son tarif est de 20 $ la leçon. Donc, d'une semaine à l'autre, ses revenus vont varier selon le nombre de leçons plutôt qu'il va offrir. Donc, les deux variables dans cette situation-là, ça va être sûrement les revenus de René. Donc, je vois qu'il y a de l'argent là-dedans ici impliqué. Donc, il va avoir les revenus de René. Et ça va être le nombre de leçons que René va avoir faites dans cette semaine-là. Donc, les deux variables, le nombre de leçons et les revenus. Laquelle va dépendre de l'autre? Donc, est-ce que c'est les revenus qui vont dépendre du nombre de leçons ou si c'est le nombre de leçons qui va dépendre du revenu? Donc, ici, très souvent, les questions, comme je vous dis, qu'on peut se passer, c'est qu'est-ce qui dépend de quoi? Mais, si tu me dis, ben, dans laquelle René a-t-il, il peut bouger, dans le fond, René, laquelle peut décider? Est-ce qu'il peut décider son salaire ou s'il peut décider du nombre de leçons qu'il va donner? Donc, René, ici, on va se rendre compte que la variable dépendance, qui va dépendre, ça va être son revenu. Donc, le revenu va dépendre du nombre de leçons qu'il va avoir réussi à faire dans la semaine. Donc, le revenu va être conséquent, va dépendre du nombre de leçons. S'il a donné 2 leçons, il va faire un revenu de 40 $, vu que c'est 20 $ la leçon. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui dépend de quoi? Donc, le temps écoulé et la quantité d'eau dans un bain qu'on remplit. Donc, après 2 minutes, j'ai une certaine quantité d'eau. Après 10 minutes, j'ai une certaine quantité d'eau. Donc, qu'est-ce qui va dépendre de l'autre variable? Donc, la quantité d'eau dans mon bain va dépendre du nombre de temps qu'on va avoir laissé l'eau couler. Un petit truc, le temps est pratiquement toujours la variable indépendante. Donc, parce que le temps, c'est rare qu'on est capable de le changer. Donc, c'est moi qui décide du temps et ma variable dépendante va être très souvent en conséquence du temps que je vais avoir pris ou que je vais avoir pris. Donc, le temps, en très grande majorité, ça va être la variable indépendante. Il y a quelques exceptions qu'on va voir un petit peu plus tard, mais habituellement, le temps, à 95% du temps, c'est la variable indépendante. On regarde le dernier exemple. Ils me disent un traiteur se demande le nombre d'ustensiles apportés à une réception en tenant compte du nombre de convives à servir. Donc, qu'est-ce qui dépend de quoi? Fait que le nombre de convives, c'est pas nous autres qui va le décider, donc c'est lui qui va être impliqué. Et ce qui va dépendre, ça va être le nombre d'ustensiles que je vais apporter selon mon nombre de convives. Donc, encore une fois, la question, qu'est-ce qui dépend de quoi, va me permettre de savoir quelle est la variable dépendante et la variable indépendante. On va passer à la prochaine page, la page 101. Donc, il me précise les modes de représentation. Encore une fois, c'est un rappel de deuxième secondaire. On a vu qu'il y avait 4 façons de représenter une relation. La première, c'est une description en mots. Donc, tu peux avoir la situation écrite à l'aide d'un texte directement, ce qui arrive le plus souvent dans nos problèmes écrits. La
deuxième façon de représenter une relation, de savoir de quelle façon qu'elle varie, c'est d'avoir une table des valeurs. Donc, les tables des valeurs, elle pourrait être horizontale comme celle-ci ou elle pourrait être verticale. Donc, on a toujours les variables X et Y et on te précise que dans les tables des valeurs, la variable X va toujours être la première variable présentée. Pourquoi? Puisque la variable Y va dépendre du X. Donc, c'est à moi de déterminer la valeur du X en premier et je vais pouvoir par la suite représenter la valeur du Y, mais qui va être en conséquence de la valeur du X que j'ai trouvé. Troisième façon de représenter une situation, une relation, c'est avec un graphique. Donc, avec un graphique, on te rappelle, tu as déjà vu en secondaire 2 aussi, que le graphique, l'axe horizontal, c'est toujours mon axe des X et l'axe des Y est toujours l'axe vertical. Donc, dans le graphique, il faut pas oublier, je vais les souligner parce que c'est des points très importants, il faut pas oublier de mettre un titre. Donc, il y a toujours un titre à un graphique et il faut que j'identifie à l'aide de titre chacun des axes. Pas marquer juste X et Y. Si j'ai une situation avec des valeurs précises, si tu me dis que c'est un salaire, un nombre de leçons données, etc., je vais l'indiquer à la place de marquer la valeur de X et je vais faire des graduations, des bons réguliers pour chacun de mes axes. Je descends pour te montrer la dernière façon que je peux représenter une relation. C'est à l'aide d'une équation ou d'une règle. Donc, encore une fois, on va toujours mettre la variable dépendante, le Y, de façon isolée, puisque le Y, je vais le trouver après avoir fait le petit calcul impliquant la valeur de la variable indépendante, c'est-à-dire le X. Donc, habituellement, on prend le X et le Y, mais ça serait possible de prendre d'autres. Comme ici, on voit que P pourrait représenter le périmètre et C la mesure du côté. Donc, ici, dans le fond, c'est le périmètre d'un carré. Quand je multiplie par 4 la mesure du côté, je peux trouver le périmètre, ce qui fait que C est la variable indépendante et une fois que je connais la mesure du côté du carré, je peux trouver la variable dépendante. Voici un exemple pour les modes de représentation. Donc, la première façon, c'est une représentation en mots. Donc, ils me disent que René enseigne le ski. Son tarif est de 20 $ la leçon. D'une semaine à l'autre, ses revenus vont varier selon le nombre de leçons qu'il a offert. C'est l'exemple qu'on a vu à la page suivante. Je peux représenter cette situation-là, en plus d'avoir une situation en mots, je pourrais la représenter par une table des valeurs. Donc, dans ma table des valeurs, ma variable X, c'est mon nombre de leçons. Est-ce que René fait 0 leçons? Il en fait 5, il en fait 10. Combien de leçons il fait dans la semaine? Donc, moi ici, la variable X, c'est moi qui la décide. Donc, j'ai décidé que René il faisait 0 leçons cette semaine. Donc, s'il fait 0 leçons, il fait 0 revenu, il fait 0 $. S'il donne une leçon, il va faire 20 $. S'il donne 5 leçons, il fait 100 $, 5 fois 20, etc. Et là, moi, je peux représenter. Mais ici, tu vois que les bons ne sont pas réguliers. Donc, dans une table des valeurs, c'est vraiment moi qui décide des valeurs de X et je calcule les valeurs de Y en conséquence. Pour ce qui est du troisième mode de représentation, c'est un graphique. Donc, le graphique, on n'oublie pas que la variable X toujours sur l'axe horizontal, la variable plutôt Y sur l'axe vertical, l'axe des Y. Je mets un titre et je vais positionner chacun de mes points et je vais les relier. Ça me donnera pas toujours une belle ligne droite, c'est des cas particuliers, mais oui, c'est possible d'avoir une belle ligne droite dans ma situation. Et finalement, la règle, c'est habituellement le point le plus dur à déterminer, à trouver. Donc ici, ben mon X, c'est mon nombre de leçons et mon Y, c'est mon revenu. Donc ma règle, chaque fois que je fais une leçon, je la multiplie par 20 $, parce que c'est le prix que je demande. Donc 20 fois une leçon, ça me donne 20 $. Le prix du Y, c'est dans le fond le revenu possible. Et je te rappelle que le X et le Y, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. On pourrait prendre d'autres valeurs comme R, ça serait mon revenu, puis N, ça serait mon nombre de leçons données. Pareil. Pour ce qui est des deux pages suivantes, donc la page 118 et la page 119, je vais t'inviter à regarder la deuxième capsule parce que je manque un petit peu de temps. Donc, je vais tout t'expliquer ça, je vais te donner des informations sur la deuxième capsule.